Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous êtes au bon endroit pour découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe tous les 15 jours des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Soyez curieux et bonne écoute. Je reçois aujourd'hui Stéphanie Maret-Batardière, avocate et créatrice du cabinet Calios. Face à un jargon juridique technique et parfois peu compréhensible, elle a constaté que les dirigeants prenaient parfois des décisions sans bien appréhender les implications de leurs choix. Elle a donc décidé d'intégrer le legal design à sa pratique pour que ses clients la comprennent sans effort et que le droit devienne accessible. Bonjour Stéphanie. Bonjour Delphine. Je suis vraiment super contente de t'inviter sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. On se connaît depuis un petit moment, Oui. avec le Lab Légal notamment. Est-ce que je peux te demander de te présenter et surtout peut-être de te définir en 3 mots pour nos auditeurs? Je suis Stéphanie Maret-Batardière. J'ai aujourd'hui une double casquette d'avocat et de facilitatrice en legal design. Et si je peux me qualifier, je dirais que je suis quelqu'un de assez curieux, entreprenante et souriante. Ça s'entend dans la voix. Est-ce que, alors, on va parler pas mal de legal design. C'est un thème qui revient souvent dans le podcast. Et moi, j'aimerais savoir comment il est apparu en fait dans ta vie professionnelle, parce que je me souviens de l'histoire que tu m'avais racontée, ça m'avait fait sourire et je trouvais ça assez original. Parce qu'au départ, tu es fiscaliste, donc c'est pas une évidence non plus. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Legal design, il est arrivé dans ma vie professionnelle. Ça faisait peu de temps que je m'étais installée à mon compte, en fait. Et effectivement, je conseille des dirigeants d'entreprise sur, entre autres, de la fiscalité. Et c'est vrai que pour des dirigeants d'entreprise, parler d'impôts, etc., ça les ennuie prodigieusement. Et en plus, c'est rapidement assez technique. Et je m'étais dit, pour intéresser mes clients et qu'ils lisent quand même ce que je leur envoie, plutôt que de faire une grosse consultation de 20 pages, peut-être que je peux la saucissonner un petit peu, mettre un petit peu de picto pour rendre ça un peu plus attractif. Et j'avais dit un jour à un client, voilà, je vous ai séparé les choses, des petites fiches, si vous voulez lire ça le soir avant de s'endormir. Vous pouvez faire comme un livre avec plusieurs chapitres. Parce qu'eux, ils te disaient qu'ils lisaient pas ou c'était trop long ou tu avais des retours Oui, et puis ouais, je m'en apercevais aussi un peu parce que souvent quand après, tu avais les mêmes questions qui revenaient. Ouais, et puis quand on donne une consultation, finalement, au bout d'un moment, on nous dit bon, qu'est-ce que vous feriez à ma place ou qu'est-ce que je dois faire? Enfin, il y a rapidement ce type de questions-là. Et c'est vrai que dans mon esprit, on n'est pas là pour prendre les décisions à la place de nos clients, mais on est là pour les aider à comprendre et qu'ils puissent se faire leur propre opinion. Bien sûr, on peut les guider, mais je trouve ça plus agréable des deux côtés si on échange un peu sur un même niveau quand même. Et donc, voilà, donc tu as commencé en fait à scinder un peu tes opinions et à faire quelque chose de plus lisible pour eux finalement. C'est comme ça que c'est venu. Oui, c'est comme ça que c'est venu. Et puis, je dois avouer que en m'installant, j'ai vu aussi les yeux des dirigeants d'entreprise ou même quand j'allais en réseau pour développer ma clientèle. Dès que je me présentais en tant qu'avocat, c'est pas que le regard changeait, mais un petit peu, voilà, on n'est pas vraiment pris comme des dirigeants d'entreprise, souvent déjà. Et je me suis dit, il faut aussi contribuer à changer le regard que les clients portent sur nos professions, en fait. Et ça m'a vraiment beaucoup motivée aussi de me dire, on peut pratiquer différemment et de voir avec les petites touches de visuel que je mettais, de voir la réaction des clients qui était très positive. Ça m'a vraiment motivée à le faire aussi. Alors justement, quand les gens connaissent pas cette approche, parce que en fait, c'est quand même pas une évidence, comment tu la présentes justement à tes interlocuteurs ou à tes clients? Alors, à mes clients, je leur dis que un petit peu ce que je viens de dire, que je sais que finalement, c'est des sujets techniques que l'on va travailler ensemble, mais que c'est important pour moi qu'ils puissent comprendre, poser leurs questions. Et du coup, je leur dis que je présente les choses de façon visuelle pour être plus accessible,
plus pédagogique et générer davantage d'échanges entre nous. Et ça m'arrive assez régulièrement de leur dire, bah, moi, je suis spécialiste évidemment en droit, mais moi, dans votre profession, dans votre activité, je ne connais rien non plus, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Et alors, à quoi tu l'appliques, cette démarche? Est-ce que tu peux partager 2 ou 3 exemples super concrets avec nous? Alors, le premier exemple dans lequel je l'ai utilisé très, très régulièrement au début, c'est même pas une question de technicité, c'est pour développer ma clientèle, ça a été de faire mes propositions d'accompagnement, mes conventions d'honoraires en legal design, puisque au lieu de fournir une feuille un peu comme un artisan où on dit, bah voilà, repeindre votre mur, ça va être tant. Euh, Si nous, on continue de faire comme ça, à mon sens, on dessert un peu notre profession parce que finalement, on compare simplement un montant entre, je ne sais pas, un avocat et un expert comptable pour une constitution de société. Ben, on va comparer 2 chiffres, mais on n'aide pas le client à choisir autrement, c'est-à-dire par rapport à la qualité de l'accompagnement et à la façon dont on va le guider. Donc, l'une des meilleure façon que j'ai eue de l'appliquer, c'est de me dire, bah, voilà, je vais détailler, et expliquer le parcours de mon client tout au long de l'accompagnement, quelles sont les différentes phases. Comme ça, après, il y a le tarif qui arrive, mais on voit à quoi ça correspond concrètement. C'est pas simplement une ligne et un chiffre. Et ça, c'est assez intéressant, à mon sens, parce qu'on voit un retour sur investissement assez immédiat de l'approche legal design, puisque c'est souvent ce qui peut être, pas reproché, mais le mauvais regard qu'on peut avoir sur le legal design, c'est que ça prend du temps. Mais si on voit des retours financiers directs, à savoir qu'on conclut, et qu'on décroche des clients plus facilement, voilà, ça peut motiver, et donner envie. Ouais, donc le premier exemple, convention d'honoraires. Donc ça, c'est effectivement, Oui, c'est un bon, convention d'honoraires. Ouais. OK. Après, j'en mets dans mes consultations. Mes consultations aujourd'hui, quand j'explique un choix de statut pour un dirigeant d'entreprise, par exemple, toutes mes consultations sont faites sous PowerPoint avec des schémas, des tableaux comparatifs, des pictogrammes pour en fait guider le client dans sa décision. Oui, parce qu'on sait que l'œil aussi est attiré évidemment par les Oui, images oui. et que c'est très puissant comme outil de communication. J'imagine que tu as besoin aussi d'expliquer cette démarche à tes clients. Est-ce que tu le proposes à tous tes clients systématiquement? Hem, alors, Ou est-ce que les tu choisis ou tu consultations. sens que certains sont plus à même plus réceptifs peut-être? Alors, quand j'ai une consultation à faire, je ne mentionne pas forcément que c'est du legal design. Alors, plutôt dans l'entretien de début de mission où j'explique comment je travaille, mais je laisse pas l'opportunité de prendre l'option avec ou sans legal design. En revanche, sur parfois de la rédaction d'actes ou ouais, sur de la rédaction d'actes, ça m'arrive de proposer une option legal design. C'est-à-dire soit j'ai une approche classique, je vais, avoir l'entretien avec le client, rédiger et puis lui livrer le contrat, la convention, ou alors je vais, introduire un outil de legal design au début pour, bien se mettre d'accord sur tous les sujets que l'on va traiter, puis délier un peu la communication, entre les différentes parties, par exemple. Ou alors à la fin d'un contrat, par exemple, j'ai un exemple de délégation de pouvoir, par exemple, heu, qui sont des choses à la fois techniques, mais qui peuvent avoir de l'enjeu au sein de l'entreprise dans son ensemble. Je propose une option, je dis: «Bah, si vous voulez, je vous rédige vos délégations de pouvoir, mais je peux aussi les cartographier, de façon avec le legal design pour que vous puissiez aussi facilement communiquer sur le contenu de la délégation sans forcément, j'exagère, mais envoyer une copie ou communiquer une copie du Ouais. contenu du contrat. Oui, donc ça dépend des documents Oui, mais effectivement pour les opinions juridiques, là c'est c'est systématique. systématique. D'accord, Ouais. OK. Et Et l'intérêt aussi que j'y vois, c'est que, hem, du coup, je propose des tarifs plus chers. Si je travaille en mode classique, c'est tel tarif et si je rajoute une option legal design, ça va coûter, un petit peu plus cher au client. Donc c'est bah, oui, aussi parce qu'il y a double travail quand même. apporter de la valeur. Voilà, Oui. exactement. Ouais, ouais. Et les clients apprécient et parfois je me dis: «Bah, non, mais là, ce client-là, il va pas vouloir la partie visuelle, je le mets», mais et en fait, je suis assez surprise
entreprises parfois, ils prennent l'option legal design, finalement. Ah oui, donc en fait, oui, donc il suffit en fait d'expliquer que c'est pas le même travail qu'une opinion, C'est ça. juridique classique et en fait, ça passe, souvent ça passe, quoi. Oui, On voit l'intérêt aussi de l'exercice et puis moi je trouve, alors, c'est toi qui vas me le dire, mais l'intérêt aussi c'est de pouvoir aller, présenter parfois des documents, au COMEX. oui, De manière, beaucoup plus, oui, simple et lisible. Et souvent, quand on a des opinions juridiques et qu'on doit passer en COMEX, on ne peut pas arriver avec, 15 pages de Word, c'est juste pas possible. ouais, c'est ça. Beh, tu vois, quand j'ai formé, des juristes d'une collectivité et ils me disaient: «Beh, voilà, souvent quand, on reçoit une consultation d'un avocat, bah, en fait, moi, en tant que directrice juridique, je suis obligée de retraduire ce qu'a écrit l'avocat parce qu'effectivement, le directeur des services, si je lui présente la consultation, bah, il va juste pas la lire, pas comprendre». Donc Oui, derrière, ça veut dire pour elle ça. beaucoup de travail explicatif et Oui. cetera et de temps, oui. Oui, donc L'intérêt de se centrer sur qui va utiliser, le contenu juridique que l'on produit, en fait. C'est tout ouais, qui doit le comprendre et qui doit après, ouais, c'est ça. exactement. Tu as une idée de la part, classique, versus, la part, legal design que tu, produis? C'est très difficile à dire parce que enfin, aujourd'hui, c'est très, très intégré dans mon cabinet d'avocat donc aujourd'hui, on va dire la part où j'en ai le moins fait pour l'instant, ça va probablement être le legal design des contrats où je le fais un peu moins et je suis un peu plus dans une activité classique, mais dans tout ce qui est consultation, aide à la décision, schéma et cetera, ça enfin, c'est mon quotidien, Ouais, proposition d'accompagnement, tout ça, c'est vraiment, intégré aujourd'hui dans la façon dont je travaille. En fait, je me pose même plus la question. ouais, donc c'est vraiment intégré dans ta pratique, professionnelle de quotidienne, quoi, en fait. Oui, complètement. Alors, en plus d'avoir développé cette approche depuis plusieurs années quand même maintenant, ça fait plusieurs années que tu Oui, bah, depuis, 2017, je dirais, ouais, j'ai fait du legal design, ouais, tu es une des pionnières. Alors, en plus de cette approche dans ton cabinet, tu as écrit récemment un livre sur le sujet. Est-ce que tu Oui. peux nous en parler? Bah, nous dire le titre que je mettrai évidemment en description, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de cet ouvrage? Oui, avec plaisir. Cet ouvrage donc qui s'appelle, «Legal Design, joli dessin, une nouvelle, stratégie business». Le titre, est un peu exprès pour, titiller, et faire un petit peu réagir dans le sens où souvent on voit le legal design comme simplement du visuel. Alors bien sûr ça ne commence pas par là, j'allais dire que ça commence par là, mais c'est faux. Comme Ça je l'ai finit dit par là. tout à l'heure, ça finit par là puisque la vraie démarche, c'est tout ce qu'il y a avant de prendre, son logiciel ou son carnet, ses feutres ou autres, c'est de se poser la question, du centrage utilisateur et comme je disais tout à l'heure, à qui sont destinés nos contenus juridiques et quels sont les besoins et les attentes, de ces personnes et comment, le parcours client se fait. Donc l'objectif du livre, en fait, c'était, je forme, en fait, au legal design depuis 2018. C'était de se dire, finalement, aujourd'hui, il y a pas de livre qui existe, beaucoup sur le sujet. Il y a beaucoup de choses, enfin, il y en a aux États-Unis, hein, bien sûr. Margaret Hagan a fait, son livre en 2014 et je me suis dit, ça pouvait être important quand même, c'était intimidant au départ, hein, je dois le dire, de poser les choses. Mais ce qui l'a emporté, c'est de me dire que ça pouvait, rendre les choses plus concrètes, sur la méthode, il y a une vraie méthode qui existe, issue du design thinking. Ça permet peut-être de donner des exemples et aussi de partager ma vision que, comme je le disais tout à l'heure, au-delà de dans une consultation, dans une, proposition d'accompagnement ou, dans des procédures dans les directions juridiques, des procédures internes ou autres, c'est une vraie stratégie et une fois qu'on a cet état d'esprit legal design, parce que c'est avant tout ça, hein, d'être centré sur l'utilisateur et de bien, être attentif à qui sont destinés nos contenus. Alors ça devient une vraie stratégie au quotidien et sur le long terme de se dire, bah, comment on se développe, comment, au-delà d'un l'instant T de mon échange avec mon client, comment je peux lui,
apporter une meilleure expérience, j'allais dire, du premier contact téléphonique jusqu'au moment où je lui envoie la facture ou du moment où l'opérationnel dans une entreprise va envoyer un mail pour poser sa question jusqu'au moment où il aura sa réponse. Comment on interagit et comment tout ça, on peut l'améliorer pour une meilleure culture juridique. Et puis, je milite aussi pour la démocratie. On est dans un état de droit et si le droit est plus accessible, ben, la démocratie ne s'en portera que mieux. Ça prend un peu de temps quand même d'écrire un livre. Donc, tu l'as écrit en combien de temps, toute seule quelle a été ta démarche? J'ai mis 10 mois à l'écrire et je me suis fait accompagner d'une coach en écriture pour le rythmer parce que pour mon quotidien d'avocate formatrice, la bande passante n'était pas très très large. Donc, je me suis dit que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider et me rythmer. Et ça m'a vraiment énormément apporté. Et le fait de poser les choses aussi, c'est super enrichissant. Mais je pense que 10 mois, c'est assez court hein, en réalité. Ouais. Mais c'est parce qu'il était dans ma tête, je pense, depuis un petit moment. Et est-ce que tu peux nous dire en quoi, finalement, le legal design permet à un cabinet d'avocats ou une direction juridique, mais là, on parle plus de ton cabinet, de développer sa relation client? Le legal design, pour moi, ça permet de processer son approche client. Ça paraît comme ça artificiel, mais c'est mieux connaître ses clients parce que dans mon cabinet, on a travaillé en équipe sur déterminer un profil du ou des clients types qui viennent nous voir. Donc, ça aide, cette notion de persona ou de client idéal, aide en interne à avoir un maximum en tête quand on travaille au quotidien, même si on ne l'a pas en face de nous, d'avoir en tête, voilà, mon persona masculin s'appelle Frédéric et puis mon persona femme s'appelle Isabelle. Bah, c'est de penser à Frédéric et Isabelle quand au quotidien on travaille ou quand on essaie de penser à des modèles ou à systématiser les choses. Et ça, c'est un vrai plus aussi pour embarquer l'équipe et se dire que tout le monde a le même degré de connaissance du client. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est à chaque point de contact, se dire quelle est la meilleure façon de servir le client, d'être à son écoute et d'automatiser aussi certaines choses de notre côté. Le legal design, on le présente souvent, voilà, c'est centré utilisateur, mais ça peut être aussi centré sur l'équipe pour faire gagner du temps et sur des tâches qui n'ont pas de valeur et pouvoir justement développer de nouveaux outils pour prouver au client toute la valeur et tout l'accompagnement et ce qu'on peut lui apporter. Et ça, c'est vraiment assez clé et je pense que ça, c'est amené à se développer quoi qu'il en soit. Et quelles sont, à ton avis, les soft skills, donc les compétences comportementales qu'il faut pour se lancer dans le legal design? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Oui, c'est accessible à tout le monde parce que, j'allais dire, les professionnels du droit, on a tous, je pense, une sensibilité alors qui a pu s'étayer avec le temps parce que la rationalité du droit fait que, bah, voilà, on manie des concepts aussi assez abstraits, mais au final, si on se revoit étudiant, on sait, je sais pas, je vais généraliser, c'est peut-être pas bien, mais le droit, c'est aussi la justice. Je parlais de démocratie, je pense qu'on a quand même ça qui est ancré en nous et on est forcément à l'écoute de nos clients, qu'on soit en entreprise, en cabinet, en études de notaire, on a cette capacité d'écoute que l'on utilise. Bah, elle s'est déviée sur de l'écoute technique, mais on est tout à fait capable d'écouter aussi les besoins, j'allais dire, émotionnels ou les besoins, ouais, psychologiques des clients et ça aussi, c'est important. Le droit, c'est pas que des choses abstraites, que ce soit en entreprise, et pas seulement, j'allais dire sur le droit de la famille, hein. Enfin, je pense que d'une façon générale, on traite de relations humaines. Oui, il y a des C'est marges important. partout. Ouais. Ouais. À ton avis, est-ce qu'on peut se lancer seul? Parce que pour moi, le legal design, c'est aussi une façon de travailler multidisciplinaire. Oui. Ou est-ce que bah, finalement, on peut faire ça tout seul en se formant un peu, mais quel est ton avis là-dessus? Il y a plusieurs degrés, je pense. Enfin, être seul tout le temps, enfin, pour appréhender le legal design, c'est pas forcément
ce qu'il y aura de mieux pour avancer. Il faut avant tout bien appréhender la démarche et le legal design, c'est pas faire des dessins, faire des schémas, parce que ça, bien sûr, dans notre quotidien de juriste, on en fait tous, mais c'est de savoir, encore une fois, à qui s'adresse le schéma. Et du coup, il y a un vrai travail à faire sur ce que j'appelais le client idéal. Et ça, c'est un peu compliqué de le faire seul. Ça peut à minima se faire en équipe, soit se faire accompagner par un intervenant pour se faire challenger aussi. Et après, sur les compétences graphiques, on peut faire des choses seul au quotidien parce que faut se mettre aussi au quotidien, les juristes, on n'a pas beaucoup de temps, on a plein de choses à traiter en même temps, donc on a besoin d'une certaine dose d'autonomie, mais on a aussi besoin de se faire aider par des compétences graphiques, des compétences, on parlait de soft skills, on parle de neurosciences aussi sur le legal design, donc c'est vraiment appréhender une culture, avoir une certaine autonomie au quotidien pour des petites choses et puis voilà, avoir des équipes de communication, marketing, etc. C'est important et puis ça donne vraiment un retour aussi sur ce que l'on fait hein, dans la méthode legal design. Il y a aussi beaucoup cette phase de test et de retour pour toujours s'améliorer. Et pour s'améliorer, il faut confronter son travail avec d'autres, demander des retours. Donc, Est-ce que pour toi, il y a une limite à cet exercice, à cette démarche du legal design? faut pas vouloir en mettre partout et c'est de conserver cette pertinence du bon legal design au bon moment. Pourquoi? Parce qu'on peut se lasser, on peut peut-être lasser nos interlocuteurs. Ouais, c'est Il bien. faut qu'ils sachent aussi qu'on sait manier d'autres techniques et pas. Exactement. Qu'est-ce qui, toi, t'agace le plus ou enfin qui t'agace quand tu entends des fausses idées, des incongruités, des contresens sur le legal design? Qu'est-ce que tu entends déjà? Ouais, c'est un souvenir que j'ai du salon de la Legal Tech. Alors, je sais plus si c'était 2018 ou 2019 et c'était vraiment au tout début où j'avais fait une conférence et quelqu'un m'a demandé: «Mais vous avez pas peur d'être ridicule avec vos dessins?» Ah oui, d'accord. Et ça m'avait, enfin, oui, ça m'avait à la fois fait sourire et agacé parce que c'était vrai que ceux qui ont cette vision-là, bah, ils se Pas rendent pas compris la compte du démarche, en fait. travail. Voilà, ils ont pas compris la démarche. Mais tu vois, encore récemment, quelqu'un que j'ai formé m'a dit: «Bah, voilà, j'ai présenté quelque chose et puis l'avocat que j'ai eu en face de moi m'a dit: "Ah bah, vous vous êtes bien amusé"». Ah oui. Donc il y a vraiment cette, D'être pas ce pris au sérieux, quoi, en fait. ouais, de pas être pas pris au sérieux ou de faire comme si on le faisait pour soi. On le fait pas pour soi, le dessin, on le Ah oui, fait alors pour que toujours être en fait, compris. c'est tout l'inverse. Voilà, c'est exactement tout l'inverse. Et puis, parfois, ce qui peut m'agacer quand je parle legal design, c'est de certains juristes qui me disent: «Ah ben moi, ça fait bien longtemps que je fais du legal design» et quand on creuse un peu, encore une fois, c'est pas juste faire un tableau ou un schéma, parce que souvent le tableau ou le schéma, on le fait par rapport à soi et par rapport à sa propre technicité. On le fait pas forcément pour, aider l'autre à comprendre et en se mettant à sa place. Donc, Oui. voilà. Oui, oui, c'est votre façon de présenter un C'est ça. document. C'est pas, Oui. qu'est-ce que l'autre veut, comme information, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir, et donc du coup, Mmh. je me mets dans ses baskets. Donc tu en entends encore un peu de temps en temps, finalement. Oui, oui, oui. Même si quand même, je trouve que enfin, dis-moi si tu es d'accord, mais la perception, qu'en ont aujourd'hui les professionnels et les clients est quand même, mieux appréhendée, mieux comprise qu'il y a quelques années. C'est mieux appréhendé, mais je trouve qu'en formation quand même puis j'y passe, enfin exprès, un certain temps parce que c'est vraiment, crucial. C'est la découverte quand, on s'intéresse au client, quand on fait un persona, une carte d'empathie, ou le parcours client, c'est le enfin, c'est la surprise ou enfin et la bonne surprise, hein, dans le bon sens de ce que l'exercice apporte, en fait. Oui. Au départ, les personnes sont assez étonnées et ils se demandent où on veut en venir, où je veux en venir, en leur, faisant travailler ça et en fait, ils voient l'intérêt après, ils se disent: «Ah bah oui, mais on pensait pas que ça allait nous apporter autant». Parce que je leur dis toujours aussi, une fois qu'on passe plus à la partie, schématisation ou visualisation, je leur dis toujours: «Attention, n'oubliez pas le premier travail que l'on a fait, toujours se référer à ce fameux, client et l'avoir toujours en tête».
pour pas retomber dans les biais et dans nos habitudes, en fait. C'est un vrai challenge au quotidien. Alors, rappelle-nous le nom de ton livre, encore une fois, que je mettrai évidemment en description, qu'on peut trouver évidemment dans toutes les librairies dignes de ce nom, j'imagine. Alors sur le site internet de Décoder et puis très bientôt sur Amazon. Et alors, le titre, rappelle-nous. C'est Legal Design, joli dessin aux nouvelles stratégies business. On arrive bientôt à la fin de notre entretien. Est-ce que tu peux nous dire, je sais pas, un petit mot sur Tout droit, tout simple? Ton podcast est super dans le sens où ça éveille et ça ouvre le champ des possibles aux juristes sur la façon dont on peut aujourd'hui faire différemment et s'enrichir. Je disais tout à l'heure que je suis quelqu'un de curieux et je pense que tu nourris avec ce podcast la curiosité pour éveiller et nous faire adopter des nouvelles habitudes, des nouvelles façons de faire le droit et je trouve ça très précieux. Et merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ton podcast. Ah bah écoute, je t'en prie. Tu reviens quand tu veux, peut-être pour un prochain livre, je sais pas. J'ai besoin d'une petite pause. Je te dis à très bientôt, Stéphanie. À très bientôt, Delphine. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast, rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou discuter d'une innovation juridique, contactez-moi directement sur le site Tout droit tout simple ou sur LinkedIn. Bonne semaine!